Et nous poursuivons donc les IA Talk toujours ici sur le grand stand, le grand pavillon organisé par le département des Alpes-Maritimes, la maison de l'intelligence artificielle, et deux nouveaux invités pour évoquer la thématique comment l'IA peut répondre aux enjeux économiques et environnementaux. Nous accueillons donc Louis Noailles, ingénieur recherche et développement chez TechNext. Bonjour Louis. Bonjour. Et Frédéric Ferzin, donc CEO de la société Azuria. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. Alors Louis, tout d'abord, vous allez vous présenter. Quelle est cette entreprise pour laquelle vous travaillez? Pourquoi vous intervenez sur cette IA Talk, sur cette thématique des enjeux écologiques et environnementaux? Eh bien, moi, donc, du coup, je suis ingénieur recherche et développement au sein de TechNext, donc, qui est une entreprise cannoise qui est spécialisée dans les télécommunications, l'IA embarquée, et qui a également toute une division éducation. Et nous sommes impliqués donc, dans un projet européen qui s'appelle Edge AI et qui, lui, répond à certaines problématiques justement de développement durable et s'inscrit dans typiquement les enjeux environnementaux. Alors, on va développer dans un instant avec vous les cas d'usage. Vous, Frédéric, c'est quoi la société Azure IA et pourquoi cette thématique vous semble importante? Pourquoi vous intervenez sur cette thématique? Alors, Azure IA développe des algorithmes d'IA embarqués à proximité des capteurs pour le traitement d'images, pour extraire l'information utile au plus près du capteur et transmettre que cette information-là. Donc éviter le coût écologique de la transmission des vidéos, du stockage et du traitement. Donc c'est notre cœur de métier sur des puces basse consommation. Et on a décliné cette capacité de réactivité et d'autonomie sur des cas d'usage environnementaux. Alors Louis, présentez-nous ce projet européen sur lequel vous travaillez et son cas d'usage qui concerne donc le champagne. Ça nous parle à tous comme ça au moins. Exactement, c'est plutôt un beau cas d'usage. Donc oui, le projet européen se nomme donc Edge AI. C'est un projet qui regroupe 49 entreprises à travers l'Europe. Et TechNext est impliqué donc dans le cas d'usage du champagne, puisque ce cas d'usage est chapeauté par Franken-Pommery, qui est le leader de ce qu'on appelle la value chain. Et donc c'est eux qui nous dictent un peu l'orientation et les prototypes qu'ils aimeraient bien avoir pour répondre à leurs problématiques. Et donc nous, au sein de ce projet-là, nous travaillons avec différents partenaires, qui est français et européens, sur un des démonstrateurs qui concerne la surveillance environnementale. Donc c'est-à-dire que nous développons, nous utilisons des cartes de capteurs donc, qui collectent des données environnementales critiques, donc la pression, l'humidité, la température, la conductivité électrique du sol, ce type de données-là. Et on construit avec ces données un réseau de communication intelligent. C'est-à-dire qu'on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont embarqués directement dans les capteurs pour ajouter de la valeur à l'information et la remonter jusqu'au vigneron sur une application web. Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'améliorer tout ce qui concerne la consommation en eau, en pesticides par exemple pour la production de ce champagne? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait le but ultime du projet, entre autres, c'est de pouvoir réaliser une sorte de heat map, si on peut dire. C'est-à-dire par exemple, vu que chaque capteur est intelligent indépendamment les uns des autres, puisqu'il a à l'intérieur de lui une intelligence embarquée, il est capable de dire à partir des données et des résultats de l'algorithme d'intelligence artificielle, par exemple, moi j'ai besoin d'eau ou alors mon sol ne contient pas assez de nutriments, il va falloir utiliser de l'engrais. Et si on quadrille du coup l'ensemble d'une surface avec ce type de capteur-là, puisqu'on utilise la technologie LoRa pour communiquer, donc il y a une technologie basse consommation, très longue portée. Donc du coup on quadrille toute une surface avec ces capteurs et à la fin, dans l'application web, l'agriculteur aura les zones où il va devoir irriguer, les zones où il va devoir utiliser tel type de pesticides, les zones qui sont concernées parce que le sol est plus pauvre en nutriments que ce qu'il faudrait, ce qui lui permet de faire un ciblage de ses activités. Là, vous êtes sur quelle phase? Vous êtes sur une phase où vous imaginez le projet ou les capteurs, ils existent déjà, ils sont déjà utilisés en Champagne? Alors, il y a une partie des capteurs qui sont déjà utilisés, même si on n'a pas encore atteint tous les objectifs, parce que le projet en est à un an et demi à peu près de vie. Donc on est encore dans la phase prototypage, test, on modifie un peu les cas d'usage, mais on a déjà une bonne idée de ce vers quoi on veut aller, quoi.
Vous avez parlé de capteurs basse consommation. Vous imaginez donc pouvoir améliorer la consommation en eau et en pesticides, mais est-ce que vous allez réussir à gagner pour l'environnement? Il ne faut pas que l'IA que vous utilisez la fasse perdre par sa consommation en électricité, en production. Est-ce que vous avez imaginé ces détails-là dans votre contexte? Alors oui, alors je laisserai mon collègue rentrer un peu plus en détail dans ce sujet-là, mais oui, parce que nous utilisons donc de l'intelligence artificielle, ce qu'on dit distribuée, donc Edge AI, d'où le nom du projet. Et du coup, on a toute une problématique d'optimisation des codes d'intelligence artificielle, et notamment d'une minimisation des utilisations de la ressource. Donc que ce soit sur l'entraînement ou pour faire tourner les algorithmes. Donc on a aussi toute cette dimension-là qui rentre totalement dans la thématique du développement durable tel qu'on l'entend. Et alors ce projet, il a également une dimension liée à l'éducation. Exactement, puisque alors ça c'est pour le coup propre à TechNext, mais l'un de nos rôles au sein du projet, c'est d'utiliser donc ces problématiques industrielles, donc dérivées des problèmes de l'industrie, du monde réel, et de les didactiser pour les adapter au programme de l'éducation nationale. Donc en fait notre objectif c'est de développer un kit pédagogique avec dedans 3 nœuds LoRa et une passerelle, donc l'ensemble du réseau de communication fonctionnel, et qui puisse servir d'outil pédagogique aux enseignants et aux étudiants, de la 3e jusqu'aux écoles d'ingénieurs, donc études supérieures ou IUT. Donc c'est-à-dire avec le même outil qu'on puisse avoir plusieurs niveaux de lecture adaptés à chaque programme de chaque degré d'éducation. Alors Frédéric, l'année dernière, vous étiez venu nous parler, même débattre sur le concept de la frugalité des IA. Le cœur de métier pour vous, donc c'est l'IA embarquée, appliquée notamment au traitement d'images. Et vous êtes très attentif sur vos impacts lors du développement, au départ, quand vous développez l'IA et le projet, et ensuite lors de son utilisation. Oui, ce qu'on appelle le cycle de vie complet. Pour les IA, malheureusement, souvent est mis sous le tapis le coût écologique du développement. Donc certains ont déjà levé ce problème-là, entre autres la MIT qui a évalué à l'époque, c'était ChatGPT-2, à l'équivalent de 10 véhicules, gros SUV américains sur tout leur cycle de vie, l'impact de l'entraînement de ChatGPT. Donc nous, dès le départ, on a limité cet impact-là en faisant confiance à nos data scientists et en limitant leur capacité en termes de GPU. Donc on n'externalise pas sur des gros serveurs nos entraînements, mais on le fait en interne sur nos propres GPU sur lesquels on met des mesures de consommation. Et en plus, aujourd'hui, il existe dans les librairies des moyens de connaître l'impact de nos développements. Donc déjà, ça permet de bien verrouiller la partie développement. Ensuite, la partie applicative, comme ça a été dit, sur des puces basse consommation, ça aujourd'hui avec le Edge AI, c'est déjà très bien cerné. Et après, il y a la partie aussi utilisation qu'on doit prendre avec le cycle de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos IA? Donc nous, vu que nos applications sont essentiellement la protection de l'environnement, que ce soit la détection précoce de départ de feu. Voilà, quels sont les cas d'usage précisément? Donc il y a un de nos gros axes de développement pour lequel on ne fournit pas que l'IA, mais on fournit une chaîne de produits complète avec la caméra spécialisée et aussi le système complet de détection et d'alerte. C'est typiquement la mesure de la détection précoce des départs de feu de forêt. Donc ça, c'est un cas typique où le bénéfice de l'utilisation est facile à calculer, vu que ça évite typiquement des méga-feux en intervenant très vite sur un feu. Il y a aussi la pollution en mer. Donc l'avantage aussi de l'IA, donc il ne faut pas voir que le côté négatif, il faut quand même aussi parler des côtés positifs, c'est pour ça qu'on en fait, c'est la plasticité et la capacité avec un même boîtier de détection et d'alerte de détecter différents événements à différentes périodes de l'année. Par exemple, le même boîtier pourra être utilisé l'été pour détecter certains événements type des feux de forêt et l'hiver pour faire de la recherche en mer de personnes. Et notre objectif, c'est aussi ça, c'est de développer des solutions qui sont éco-responsables, dans le sens où elles sont bien sûr réparables et upgradables, mais aussi utilisables sur plusieurs cas d'usage et sur plusieurs vecteurs. Est-ce qu'il existe des labels, des systèmes de mesure pour justement mesurer l'impact sur l'environnement des IA, aussi bien la partie entraînement, où là on a compris qu'on était sur des gros serveurs souvent externalisés, mais aussi la mise en production? Alors heureusement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des cycles, des ACV qui sont demandés pour cette entreprise, entre autres dans le cadre du RSE, qui vont beaucoup aider. Mais nous, on milite pour qu'il y ait un label, comme on l'a sur les machines à laver ou sur les frigos,
un label, quand un produit utilise de l'IA, qu'on a un label pour connaître l'impact écologique de l'IA qui a été développé dedans. Et ça, c'est des choses qu'on verra certainement pas avant longtemps, mais en tout cas, on milite pour ça, et nous, on met tout en place pour mesurer l'impact écologique de nos développements, et on espère qu'un jour, on verra ce genre de labels émerger qui permettront aux gens qui achètent un outil avec de l'IA dedans de savoir quel impact a eu son développement. Vous avez parlé de votre particularité, vous développez sur des serveurs donc ces IA qui sont chez vous, donc dans vos locaux. En quoi c'est meilleur pour l'environnement plutôt que d'aller utiliser des solutions chez des fournisseurs de data centers qui souvent eux mettent en valeur leur côté écologique? Du coup, en limitant le nombre de GPU disponibles par exemple pour les développeurs, ça les oblige à être intelligents et à bien maîtriser ce qu'ils font. Typiquement, en IA, une chose qui est très classique, c'est d'hyper-paramétriser l'algo et d'aller tester différentes valeurs de ces paramètres-là pour obtenir le meilleur résultat. Nous, on oblige du coup nos data scientists qui ont très peu de ressources à réfléchir avant quels sont les hyper-paramètres importants à tester. Et ça nous permet de mieux maîtriser le développement, de mieux comprendre quand nos IA marchent plus ou moins bien, pourquoi elles marchent plus ou moins bien, et de pouvoir les améliorer plus facilement. Donc on s'en remet toujours à l'intelligence humaine avant tout pour développer des IA qui ne sont que des algorithmes d'apprentissage, je le rappelle. Merci à tous les deux, donc Frédéric et Louis. On va se retrouver avec un nouveau IA Talk consacré à l'IA et la défense nationale ainsi que la souveraineté, toujours ici en direct depuis le pavillon du département des Alpes-Maritimes. Les IA Talk by Côte d'Azur France, terre d'IA, tout de suite.